Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. C'est Late et Smart, ravi de vous retrouver ce soir encore avec mes deux invités. On va tenter de balayer les sujets d'actualité du jour, du moment, essayer de me comprendre ce monde qui nous entoure, cette planète économie et ses tremblements et ses soubresauts avec aujourd'hui évidemment, comme hier. Hier c'était H- quelques heures par rapport à la libération entre guillemets du 19 mai. Aujourd'hui on est en plein dedans depuis ce matin avec un rituel de petites photos, de café en terrasse sur Twitter, tout ça évidemment. On va voir ça. Ce sera l'occasion donc en tout cas pour moi de poser la question à mes invités sur la question de savoir si c'est la date symbole de ce 19 mai. Est-ce que c'est la fin de la crise, la sortie de la crise? Est-ce que c'est une étape? Est-ce que c'est juste un symbole? Est-ce que ça compte vraiment? J'interrogerai mes invités pour avoir leur point de vue, comme hier, aujourd'hui encore complémentaire, puisqu'il s'agit d'une économiste et d'un entrepreneur. Et puis, en deuxième partie d'émission, on s'intéressera à un sujet très sérieux, presque beaucoup plus sérieux encore, la fiscalité européenne. Hier, la Commission européenne a publié sa feuille de route. J'adore ce terme de feuille de route, c'est très bruxellois. Sa feuille de route en matière de fiscalité européenne, à la fois pour dire qu'elle appuyait les initiatives en matière de fiscalité des multinationales et puis pour annoncer quelques nouveautés à venir. Ce sera l'occasion pour moi de poser la question, faut-il une fiscalité européenne? Déjà sur le principe, et puis après est-ce qu'on y croit? Est-ce que c'est une arlésienne la fiscalité européenne? Est-ce que les planètes sont alignées pour une réforme ou une mise en cohérence de la fiscalité européenne, en tout cas notamment la fiscalité des sociétés? Voilà, c'est sur quoi on essaiera de débattre et de réfléchir dans la deuxième partie de l'émission en compagnie de Daniela Ordonez. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes, je le disais, économiste, vous êtes chef économiste France chez Oxford Economics. À ma gauche, Laurent Levasseur. Bonsoir. Bonsoir Guillaume. Vous êtes entrepreneur, vous êtes président de Blue Linear. Merci à tous les deux d'être avec moi ce soir. Tout de suite, avant de parler de ce symbole du 19 mai, la question apéritif, on va parler, c'est le symbole de cette période folle, les crypto-monnaies. Ce mercredi est un mercredi noir, en effet, sur le marché qu'on savait, hautement spéculatif des crypto-monnaies. Allez, résumé des dernières 24 heures en quelques tweets. Celui-là est amusant, qui dit je me suis réveillé à 1h49 du matin, heure des États-Unis. Je me suis réveillé en pleine nuit à cause de mon fils qui était en train de pleurer. Manifestement, il a regardé sur son smartphone et il dit, pour rire, mon fils était long en crypto, sous-entendu, il était détenteur de crypto-monnaies. Voilà, le Bitcoin en plein milieu de la nuit de ce monsieur, moins 13, Ethereum moins 16, Binance Coin moins 19, le Bitcoin à 39 000 $. Là, à un moment où on enregistre cette émission, il est plutôt sous les 35 000, donc ça s'est pas arrangé. Ce qui a déclenché tout ça, c'est cette dépêche Reuters qui nous disait que la Chine avait interdit aux institutions financières, aux institutions de paiement, tout business en matière de cryptocurrency, c'est-à-dire que la détention des actifs crypto-monnaies reste encore autorisée, mais pas le droit pour les institutions financières chinoises de faire du business en crypto-monnaie, transactions et autres. Les défenseurs des crypto-monnaies nous disent « Ok, la Chine vient d'interdire de fournir des services liés aux crypto-monnaies, mais ça n'a rien de nouveau. Cette interdiction était en vigueur depuis 2017. » Et bref, cette déclaration chinoise ne fait que rappeler les lois en vigueur, sous-entendu circuler, il n'y a rien à voir. Voilà, le site parodique, c'est pour rire, le Gorafi, le prix du Bitcoin est passé de « pourquoi j'ai pas acheté avant » à « pourquoi j'ai pas vendu avant ». Ça, c'est plutôt amusant. Et puis quand même, sur 2 semaines, la capitalisation totale des crypto-monnaies, il y en a 7000 des crypto-monnaies recensées, donc chacun peut créer la sienne, mais voilà, mais c'est quand même du vrai argent. C'est effondré, cette capitalisation globale, nous dit confrère Quentin Soubran, de 800 milliards de dollars quand même en 2 semaines, de moins. Alors, voilà, on est passé de 2500 milliards à 1700 milliards de dollars de capitalisation, mais malgré les très fortes baisses de ces derniers jours, on a quand même, si on prend un peu de recul, nous dit-il, des performances sur un an qui restent plutôt honnêtes. Bitcoin plus 300% quand même, malgré la baisse de ces jours derniers, notamment de la nuit dernière. Ethereum plus 1200%. On a, dans quel monde vit-on? C'est au moins une fois par semaine. On parle crypto-monnaie en long ou brièvement dans cette émission. Avec des défenseurs, bien sûr, sur le fait que c'est un actif financier, pourquoi pas, voilà. Et puis
Et puis des mouvements dingues. Quand c'est pas Elon Musk qui dit des choses pour faire soit grimper les crypto-monnaies, soit baisser, c'est des institutions financières chinoises qui disent stop. Le paradoxe, c'est quand même en Chine que sont minés l'essentiel des crypto-monnaies aujourd'hui, hein, c'est-à-dire le calcul par ordinateur qui fabrique, entre guillemets, ces monnaies virtuelles. Un élément de plus qui crédibilise pas tout ça quand même. C'est mon sentiment. Quel regard vous portez sur... Qui crédibilise pas tout ça, je ne sais pas si c'est le mot, mais je pense qu'on est en train de rentrer dans une période où il faut vraiment définir ce que c'est une crypto-monnaie. Quand on entend par exemple que la Chine même ou l'euro, la zone euro, les États-Unis réfléchissent à créer leur crypto-monnaie, il va falloir passer par... Leur monnaie électronique, oui. Leur monnaie virtuelle. Leur monnaie virtuelle, par définir ce que c'est une monnaie électronique, ce que c'est qu'une monnaie. Je l'ai dit avant et je suis convaincue que ce Bitcoin est plutôt un actif plus qu'une monnaie. Et les autorités monétaires partout dans le monde vont tendre à la réguler, comme ils tentent de réguler n'importe quel actif financier. On est dans cette étape, et on va le rester dans les prochaines années, assez charnière de comment contrôler cette chose bizarre, nouvelle, qui va beaucoup plus vite que n'importe quelle institution financière et encore plus vite que tous les accords de réglementation à l'international. Mais ça reste quand même un actif très spéculatif avec des grands mouvements qui n'est pas vraiment la définition d'une monnaie, en tout cas pas d'une monnaie sûre. Oui, en tout cas pas une monnaie au sens instrument de paiement, quoi, hein, effectivement. Alors, ce qui est pas la même chose qu'un actif, comme vous le rappeliez, vous avez bien raison. En même temps, c'est vrai que toutes ces dernières semaines, on avait quand même beaucoup d'éléments plutôt de nature, je reprends ce terme, à crédibiliser le truc. Beaucoup de grosses institutions financières disaient il faut en avoir un petit peu, hein, y compris les très grands gestionnaires de fonds anglo-saxons ou européens. Là, on a le truc, le Bitcoin qui était il y a 4 jours à 66 000 $ et qui est là à 35 000, quasiment divisé par 2. Alors c'est du déjà vu, hein, ça va peut-être pas empêcher de rebondir. Quel regard vous portez, l'entrepreneur, le mec dans le concret, sur tout ça? Alors moi je mets ça en parallèle avec l'annonce qu'il y a eu ce matin sur l'euro numérique, avec peut-être l'abandon un jour du cash, c'est-à-dire des numéraires. Globalement, moi je suis sidéré et j'avais pas pris conscience de ce montant. Vous venez de nous annoncer, Guillaume, qu'il y a à peu près 2000 milliards d'actifs, donc d'argent, 2000 milliards d'euros qui sont transférés, qui sont sous forme de crypto-monnaie. Et donc 2000 milliards de cash qui sont totalement absents des radars et totalement déréglementés. Et c'est dérégulé. Et ça, c'est impressionnant, parce que d'où vient cet argent? Il est dans une espèce de valeur refuge. Est-ce que cet argent existe vraiment? Et ça donne un peu le vertige. Parce que je crois que 2000 milliards, c'est le plan de Biden. C'est un des plans de Biden. Je ne sais plus, version C, D, E, F. Voilà. C'est ça, et ça, c'est assez... moi, je suis atterré quand on pense ce montant, parce que 2000 milliards, c'est comme si vous nous disiez qu'il y a 2000 milliards sous les matelas. C'était 2500 milliards il y a 8 jours, là c'est 1700, voilà, mais bon, ça reste des montants absolument colossaux. Je pense qu'il y en a un qui fait joujou, c'est Elon Musk. Il fait une annonce, lui, il doit par contre récupérer, parce qu'il sait à quel moment vendre, parce que sa parole est assez suivie. Bon, voilà, comme tout ce qui est actif dérégulé... Elon Musk a beaucoup nourri la spéculation autour des cryptos en disant qu'il y croyait beaucoup, notamment une crypto qui était très marginale, qui s'appelait le Dogecoin, qui était une blague au départ, bref, qui est devenu, qu'il a fait exploser ces dernières semaines. Et voilà, en toute fin de semaine dernière, il a dit oulala, ça consomme beaucoup trop d'électricité. Finalement, c'est pas bien le Bitcoin, on va arrêter. Et du coup, ça a lancé le mouvement de baisse qui a été amplifié donc très largement cette nuit par les annonces en Chine. Tout adulte qui rentre dans le Bitcoin ou dans les crypto-monnaies, il est grand, quoi. Il faudra qu'il réagisse en adulte, qu'il gagne ou qu'il perde. Oui, de toute façon, les gens font les choses. Voilà, un dernier point, on disait, les défenseurs des cryptos disent c'est un instrument de défense un petit peu comme contre l'inflation, un peu comme l'or. Hein, voilà. Vous avez utilisé le terme de valeur refuge. Alors quand on vient de perdre 50%, le terme de valeur refuge est un petit peu galvaudé, mais on voit que c'est pas forcément une valeur refuge, en tout cas pas refuge. Non, ce n'est pas une valeur refuge dans le sens où effectivement elle fluctue énormément. Les valeurs refuges, elles fluctuent aussi. Hein, l'or, le dollar, qui sont des valeurs refuges fluctuent. Mais c'est surtout un actif qui n'est pas vraiment liquide. Malgré la demande énorme qu'il y a, vendre ou acheter des bitcoins à un coût de transaction assez élevé, et ce n'est pas si facile de s'approvisionner et de vendre. Donc,
En grande quantité. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de vendeurs, ça baisse beaucoup très vite, comme on le voit. Non, mais en plus, juste le rendre liquide, c'est-à-dire le convertir en dollars si jamais on en a besoin d'ici le lendemain. Ce qui n'est pas le cas de l'or, par exemple, qui va toujours trouver un acheteur ou un demandeur. Donc c'est assez compliqué parce qu'on l'appelle monnaie sans qu'elle soit vraiment une monnaie. Et je pense que les autorités chinoises, ce qu'elles ont peur, c'est que la population, par un effet de mode ou tout simplement par reproduire ce qu'on fait, pense que c'est effectivement une monnaie et que ça vienne être vraiment un moyen d'échange, c'est-à-dire d'aller acheter son pain. Bon, là, je caricature, je pousse la chose à bout, ce qui pourrait quand même être assez problématique. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train d'acheter notre pain avec des actions, avec des obligations. On n'achète pas notre pain avec des actifs, on achète notre pain avec des euros. C'est l'occasion de rappeler que pour ces promoteurs, au départ, ces créateurs, le Bitcoin, c'est un projet limite anarchiste. Donc effectivement, en tout cas, de déréglementation complète par rapport aux institutions. Évidemment, ça ne peut pas plaire à la Chine, mais ça ne plaît pas non plus aux grandes banques centrales des pays occidentaux. C'est plus pour faire écho à votre remarque, on se comporte en adulte. Je pense que les risques qu'on prend quand on a des Bitcoins et quand on veut l'utiliser comme une monnaie d'échange ne sont pas vraiment comprises par la population. Surtout qu'il y a des pays où il y a des distributeurs. Il y a des distributeurs dans des centres commerciaux acheter du Bitcoin. Voilà. Pas encore chez nous, mais je ne crois pas. Enfin, je n'ai pas vu, mais en tout cas, il y en a ailleurs. Allez, on s'arrête là. On aura l'occasion. On va marquer le coup de ce 19 mai tout de suite. Ce 19 mai 2021, cette étape majeure de le calendrier de déconfinement numéro 2, et il a commencé ce matin par des opérations de com tous azimuts sur les réseaux sociaux, par exemple sur Twitter notamment, des hommes politiques. Regardez, Bruno Le Maire ce matin, sobrement, l'art de vivre à la française, le ministre avec son masque, en train de lire L'Équipe. On imagine qu'un jour normal, c'est ce qu'il fait évidemment en premier. Il y a le Parisien sur la table, la petite bouteille de gel hydroalcoolique, les 2 téléphones. C'est pas ce qu'il fait, mais il lit le journal, donc il retrouve son art de vivre. Voilà. Clément Beaune, secrétaire d'État aux Affaires européennes, et Jean-Baptiste Djebari, notre secrétaire d'État au transport. Vous nous avez manqué follement, joie de retrouver cet art de vivre français et européen. Il est secrétaire d'État aux Affaires européennes, il a rajouté, lui, l'art de vivre européen et de pouvoir à nouveau s'engueuler en terrasse entre collègues et amis. Ils n'ont pas l'air de s'engueuler tous les deux, mais bon, voilà. Hashtag nous retrouver. Le chef de l'État, alors lui, il a pris son café avec Jean Castex, effectivement, dans un troquet du 8e arrondissement, donc pas très loin de l'Élysée. Alors, il l'a pas fait de façon très discrète. Vous voyez, non seulement il y avait les photographes, mais il y a même les télévisions. Il était en direct à la télévision ce matin en train de prendre son café. L'image est parlante. Et une journaliste de Bloomberg, d'origine espagnole, je crois, qui dit Café reopens in France, a national event. Donc c'est un petit peu moqueur sur le côté. Voilà, Macron prend un café, c'est un événement national. Après, il n'y a pas que les cafés, il n'y a pas que les terrains, c'est les magasins également, avec les queues rituelles. Toulouse, la queue de ce matin chez Zara semble interminable. Il faut dire qu'effectivement, c'est assez impressionnant. Comme ça, il n'y a pas que Zara. Encore plus étonnant, encore plus impressionnant, le confrère Jacques Rossin qui dit depuis 6h30 ce matin, la queue devant chez Hermès. Comment dire, 3 petits points, c'est vrai. Comment dire, on se demande, les gens, depuis la fermeture, depuis le confinement, version 2021, manifestement, ce qu'ils attendaient, c'était de pouvoir retourner chez Hermès. Enfin, pourquoi pas, si on est un pays libre. Et les cinémas aussi ont ouvert avec, regardez ce tweet de site spécialisé. Redémarrage incroyable en ce mercredi matin. Les cinémas, du coup, avaient ouvert des premières séances à 9h. Dans l'UGC des Halles à Paris. 2 films ont dépassé la barre des 100 entrées malgré la jauge à 35%. Mandibule et Adieu les cons. 7 salles affiches complètes ce matin, point d'exclamation. Bref, bonne nouvelle. Vous avez participé à ce symbole, un café ce matin, un déjeuner en terrasse. Non, je n'ai pas fait la queue devant Hermès. Non, vous attendez, ni fait la queue devant Hermès, Laurent non plus. J'avais pas déprogrammé suffisamment de visio. D'accord. Vous êtes resté devant votre ordi comme les autres jours. Bon, écoutez, merci d'être passé sur Bismarck en ayant quitté votre PC. C'est quand même l'occasion de se poser, comme hier, la question de la symbolique de cette date et puis la question de
la santé de l'économie française et un petit peu plus, et des entreprises en ce jour-étape symbolique du déconfinement. Est-ce que c'est la fin de la crise, Daniela? C'est le début de la fin, en tout cas on l'espère. Si les choses continuent comme elles sont, on ne devrait pas y avoir un nouveau confinement. Donc on espère vraiment que c'est la fin. Bien sûr, on ne peut pas contrôler ce qui se passe en Inde, au Brésil. Et s'il y a un nouveau virus immune au vaccin, ce sera une autre histoire. Mais en tout cas, on peut dire que la crise sanitaire est quand même en train d'approcher à la fin. Donc, début de la fin pour l'économiste, l'entrepreneur, Laurent. Alors déjà, cette date de 19 mai marque quelque chose pour vous Guillaume, vous êtes pourtant quelqu'un de très précis, mais là, vous ne l'êtes pas vraiment. Vous dites, est-ce que c'est la fin de la crise? Mais de quelle crise parlons-nous? La crise sanitaire ou la crise économique? Non, la crise économique. La crise économique. La crise sanitaire, effectivement, Daniela a raison de répondre qu'on n'en sait trop rien. Et en plus, vous êtes là plutôt pour votre expertise ou votre témoignage économique. Alors, sur l'aspect crise sanitaire... J'aurais dû préciser, vous avez raison. Non, mais sur la crise sanitaire, j'ai osé prendre un engagement fort devant tous nos collaborateurs, de dire si cette semaine, tous les collaborateurs de Blue Linea, c'est-à-dire au moins 75%, se vaccinent pour une première dose dès cette semaine, eh bien, je prends l'engagement, 5 jours après la deuxième dose, de faire en sorte que dans les bureaux, on reprenne une vie normale, sans masque, on puisse redéjeuner ensemble, parce qu'on aura tous été immunisés à 75%. Donc ça, c'est l'aspect crise sanitaire. Encore faut-il le gérer, parce qu'on arrive maintenant dans les tranches des actifs. Non, puis il ne faudrait pas perdre le rythme. Une fois que beaucoup de vos collaborateurs sont encore jeunes, et donc ils ne vont pas forcément trouver un créneau aussi. Oui, alors on a réussi à mettre en place... Non, on a réussi à mettre en place un accord avec le vaccinodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines, qui est à côté du siège de nos bureaux, où ils ont même accepté les conjoints. Parce que j'ai demandé aussi qu'on puisse offrir ça aux conjoints, c'est-à-dire dès lors qu'on a une communauté collaborateurs de l'entreprise plus leurs conjoints, on coche des cases, ceci ne peut plus être un cluster. Ça, c'est pour l'aspect crise sanitaire. Revenons à la dimension économique de Bismart. Oui. Sur l'aspect crise économique, je pense que moi je suis assez timoré parce que, vous voyez, pour venir vous voir, le peu de moments où je suis sorti, j'ai pas vu une folie dans les terrasses. Alors il pleut, on est d'accord, mais en même temps, on est loin d'une euphorie parce que déjà c'est assez. On est dans le 8e arrondissement à Paris, je précise pour les téléspectateurs. Alors je trouve qu'il y avait quand même un peu de monde Champs-Élysées, c'est pas très loin. Je suis parti de la banlieue pour arriver proche de l'Étoile. Honnêtement, j'ai pas vu de folie. Alors la raison est peut-être aussi simple, c'est pas la fin du télétravail. Donc la plupart des salariés du 8e arrondissement autour de, par exemple, de Bismart sont encore en télétravail. Donc du coup, il y a un peu moins de monde. Ils n'habitent pas forcément à côté de leur... C'est pas le retour de la note de frais. Voilà. Donc ça, c'est un élément. Et c'est pas anodin. Et du coup, par contre, ça marque un T0. Et je pense que c'est maintenant qu'on va se rendre compte, est-ce qu'on va avoir une crise économique aussi difficile qu'on l'imagine? Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelques restaurants qui vont jamais rouvrir, ou il y a quelques magasins qui vont jamais rouvrir. Et je pense que malheureusement, c'est au mois de septembre, on va pouvoir se rendre compte de l'effet et de l'impact réel de cette crise sanitaire. Je ne veux pas casser l'ambiance, mais là, maintenant, on est en redémarrage. Vous n'êtes ni restaurateur, ni dans le tourisme, ni dans l'industrie de la culture. Est-ce que vous accordez quand même, de votre point de vue à la fois de citoyen et d'entrepreneur, Laurent, une symbolique forte à cette date du 19 mai où, finalement, alors dans votre boulot, non, vous avez travaillé comme d'habitude ce matin et c'est bien normal, mais voilà, est-ce qu'il y a un emballement assez médiatique, en tout cas très fort autour de cette date? Il y avait cette confrère, là, ou consoeur, qui dit National Event, là, avec, manifestement, elle disait ça avec un petit côté un peu moqueur, mais gentiment moqueur, j'imagine, s'il n'y avait pas d'attaque. Mais... Moi, je pense que l'ouverture à nouveau des commerces et des magasins d'habillement, par exemple, ou de certains autres commerces non essentiels, sans parler d'Hermès, ça a un impact fort parce qu'il y a quand même des familles qui, depuis 6 semaines, ne peuvent pas faire de courses en vrai. Alors oui, on a des plateformes, on a le commerce. Et les restos, c'est plutôt 6 mois. Donc, voilà, et c'est plutôt c'est complexe. Moi, j'espère qu'on va sortir de là. J'espère qu'il n'y aura pas de nouveaux variants immuno-vaccinaux et qu'on puisse enfin en sortir. Bien sûr. Et oui, et évitons une 4e vague. Mais globalement, c'est toujours plus sympa de voir le début du bout du tunnel, quoi. C'est ça, moi, le 19 mai, pour moi, c'est la lumière. On voit la lumière. Voilà. Donc là, effectivement, Daniela, est-ce que
Cette date-là, la mi-mai, le 19 mai, dans votre auscultation de l'économie française, vous pensez la voir? Est-ce que vous pensez que voilà, le troisième tiers du mois de mai, les 10 derniers jours, il va y avoir même avec les jauges, entre le secteur des cafés-restaurants, entre le secteur de la culture, voilà, les cinémas, tous les commerces, notamment d'habillement, qui étaient considérés non essentiels? Oui, bien sûr, on va avoir un rebond de l'activité, tout simplement parce qu'avant, elle était stoppée. Mais il est vrai qu'il faut regarder un petit peu plus loin pour voir effectivement qu'est-ce qui s'est passé. C'est-à-dire que là, pendant les prochaines semaines, certainement, tout le monde va se ruer pour essayer d'être dans les restos, de consommer, voire ou juste de se balader. Par contre, dans 2 mois, on va revenir à la normale et c'est là qu'on va pouvoir voir quelle est cette nouvelle normalité. Est-ce que c'est comme avant? Est-ce que c'est mieux qu'avant? Est-ce que c'est pire? Après, il faut avoir en tête qu'il y a différentes crises et ça dépend beaucoup des secteurs. Globalement, d'un point de vue macroéconomique, il est vrai que les soutiens publics ou les soutiens fiscaux font que les conséquences de ces crises sont beaucoup moindres de celles qu'on a eu par exemple en 2008 par rapport à la chute de l'activité. Par exemple, l'emploi n'a que très faiblement chuté par rapport à la chute de l'activité. Grosso modo, l'emploi a chuté moitié moins que ce qu'il aurait dû s'il avait eu le même comportement qu'en 2008. Ça, c'est d'un point de vue macroéconomique. Mais maintenant, par secteur, effectivement, il y a des secteurs qui vont rebondir très très vite, d'autres qui vont rester déprimés pour longtemps, et notamment le secteur du tourisme, de la restauration, des hôtels, parce que bien sûr les Français on est prêts à les consommer, mais on est aussi un foyer touristique international et la situation au niveau mondial n'est pas encore réglée. On continue à débattre par exemple sur les passes sanitaires, quand est-ce que les Anglais peuvent revenir, quand est-ce qu'on va rouvrir les frontières, etc. Et ça, ce n'est pas quand même réglé complètement. Donc, on imagine que ça le sera avant vraiment l'été, mais en tout cas, c'est ce qu'on nous dit. On espère que ce sera avant l'été, mais la chose reste complexe quand même. Reste complexe, c'est-à-dire que même aujourd'hui, par exemple, je pense que le UK, l'Union européenne sont en train de négocier ça pour vraiment ouvrir les frontières comme si rien ne s'était passé rapidement, mais ce n'est pas si facile que ça pour tous les Anglais d'aller en Espagne comme ils ont l'habitude en été. Oui. Il y a encore des restrictions, il y a des quarantaines à l'arrivée. Le Brexit s'est rajouté à ça quand même. En plus, le Brexit. Si c'est juste pour les vacances, normalement, il n'y a pas de souci. Les lignes aériennes aussi sont très pénalisées. Donc, c'est assez compliqué encore de dire que le tourisme et que tout revient à la normale à partir de ce 19 mai. Non, ce n'est pas vrai. Ça veut dire que vous anticipez pas, ou en tout cas peut-être moins que d'autres, une espèce de boom de la consommation là, à partir du mois de juin en France? Côté consommation, on espère quand même un boom. D'ailleurs, on a effectué pas mal de recherches dernièrement pour savoir si la consommation était comprimée par les restrictions et aussi par un sentiment de méfiance ou d'incertitude qui fait qu'on veut épargner. Et on a montré, ou nos résultats plutôt suggèrent que les consommateurs sont prêts à consommer et à dépenser. Que si la consommation est vraiment retenue par les restrictions et que dès qu'ils pourront consommer, ils iront le voir. Et d'ailleurs, nos prévisions sont pour la zone euro en général, pas seulement pour la France, beaucoup plus élevées par rapport au consensus. Je ne sais pas si ça vous parle. Pour la fin de cette année et pour l'année prochaine, parce qu'on croit vraiment que la consommation va rebondir et que cette épargne accumulée va être dépensée de façon assez importante au deuxième semestre et plus sensiblement en 2022. Ça ne veut pas dire que tous les secteurs d'activité vont bénéficier, notamment dans un pays dans la France où on est très importateur. La consommation a une fuite à l'importation très importante. Ce n'est pas l'activité de nos industries ou de toutes nos industries qui vont bénéficier nécessairement au même niveau ou de la même magnitude. On le verra avec vraisemblablement du coup une aggravation de la balance commerciale française à la faveur de ce pic, de ce rebond très fort de la consommation à l'issue de ce confinement. Vous évoquez, Laurent, le fait qu'effectivement, ça dépend des secteurs. Vous le disiez aussi, Daniela, ce matin, le patron du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux, il était sur France Info, il a dit il n'y aura pas de mur des faillites. C'est ce qu'on a retenu les Échos. Là, ça, c'est un papier des Échos. Sous-entendu, c'est vrai que ça fait des mois qu'on nous annonce, après le soutien, on verra qui, une fois que la mer recule, qui a gardé un maillot de bain. Voilà. Donc, on annonce cette espèce de mur des faillites.
manifestement, on en parle moins. On dit, finalement, on va peut-être l'éviter, cette très forte hausse des faillites en 2021-2022, avec un impact fort sur l'emploi. Là encore, pas forcément par rapport à votre activité à vous direct, mais comment vous sentez les choses sur l'activité des PME ? Concrètement, je vais vous faire part de notre expérience. Votre témoignage. Notre expérience chez Blue Linear. Nous, on a mis en place un plan de sortie de crise. Je rappelle que vous proposez des solutions pour les seniors. Voilà. Alors, on est sur un secteur privilégié où, concrètement, on déploie des solutions à domicile pour prendre soin de personnes âgées, isolées, ou alors dans des EHPAD pour assister les soignants. Donc, des boutons d'appel, des détecteurs de chute, avec une plateforme qui fonctionne jour et nuit. Il y a maintenant un mois, j'ai réuni toutes les équipes par groupe de 10, alors une centaine de collaborateurs, avec un thème qui était, et qui est, il n'y en a qu'un, prendre soin de Blue Linear en 2021. Avec bien évidemment derrière, réussir à continuer à prendre soin des familles et de nos clients, et prendre soin surtout aussi de nos emplois. Et j'ai voulu sensibiliser tous les collaborateurs par des teams à 8 ou 9 je les ai mélangés, que ce soit des directeurs, des techniciens, différents types de métiers, pour juste leur faire part de comment nous allions réussir à redémarrer et surtout à confirmer quelque chose d'assez important. Chez Blue Linear, on est coté en bourse et par exemple, on publie notre carnet de commandes comme on publie notre chiffre d'affaires trimestriel. Aujourd'hui, on a un carnet de commandes qui a dépassé le 1,5 million d'euros. Donc c'est fantastique. 1,5 million d'euros, globalement, ça ne veut rien dire et tout rien dire. Chez nous, sachez que c'est à peu près 3 à 6 mois d'activité en avance. Donc c'est beaucoup d'argent. Et notre capacité à les délivrer dans un temps suffisamment court va nous permettre de nous dire que ce carnet de commandes nous sert à quelque chose. Voilà. Pour un groupe qui fait à peine 10 millions, c'est un véritable enjeu. Eh bien, il a fallu que nous sensibilisions tous les collaborateurs sur, alors ok, on ne sait pas quand on va sortir du confinement, mais il restera peut-être 1 mois ou 1 mois et demi avant les vacances de l'été. Donc ça va être le mois ou le mois et demi où il va falloir tout donner. Pourquoi ? Parce qu'après, à titre personnel, nous retrouverons tous une vie à peu près normale en juillet et août auprès de nos familles. Et puis, on retrouvera peut-être une vie à peu près normale dans l'entreprise en septembre. Donc là, vous avez senti le besoin de remobiliser, ou en tout cas de mobiliser encore plus vos équipes ? Oui, parce que concrètement, je me souviens de l'invitation, je leur ai dit que comme eux, mes potes me manquaient, comme eux, nos apéros nous manquaient, comme eux, j'avais envie d'aller au resto, comme eux, j'avais envie de sortir de chez moi, et comme eux, on n'avait pas le choix. Et donc... vous savez, on se rend bien compte de la posture psychologique que nous pouvons tous avoir et de ce ras-le-bol mais c'est pour quand la fin ? Et donc il a fallu. Eh bien, on a libéré la parole. Je dis on parce que je suis pas seul, c'est l'ensemble des managers. On a réussi à libérer la parole. Et là, en ce moment, par exemple, il n'y a personne qui vient me voir en disant alors on a des congés avant le 31 mai, on a été confinés, comment je fais ? Non, tout le monde est à fond. Bon, bien évidemment, je les ai confortés sur le fait qu'on acceptait de les repousser jusqu'à la fin de l'année, parce qu'il y a des échéances sociales. Et globalement, je suis sidéré et stupéfait par l'énergie, par la motivation, par le réveil de beaucoup d'entre eux à dire non. Et là, on a 1 mois et demi pour sauver quelque part notre 2e trimestre. On a 1 mois et demi pour être au rendez-vous de nos clients. Des clients qui sont pour nous des groupes d'EHPAD, des soignants, des familles. Donc c'est maintenant qu'il faut les aider, c'est maintenant qu'il faut les accompagner et pas en septembre ou en octobre. C'est aujourd'hui qu'ils ont besoin qu'on délivre leurs commandes. Et là, juste pour vous dire quelque chose, il faut que toutes les entreprises puissent mettre en place des stratégies de sortie de crise pour accompagner psychologiquement les personnes et leurs collaborateurs et pour prendre soin de leur activité. C'est ça que mon témoignage, c'est ça. Il est temps et il est vraiment important de réussir à mettre dans chaque entreprise une stratégie de sortie de crise parce que ça ne sera pas magique. Et les ressources humaines sont importantes et la mobilisation face aux clients et aux fournisseurs aussi. Et juste pour conclure, je trouve que de ce qu'on peut retenir de cette crise sanitaire, c'est que concrètement, ça a changé, ça a révolutionné la relation avec la chaîne de valeur, c'est-à-dire avec nos clients et avec nos fournisseurs. Désormais, il y a une espèce, on s'est soudés, désormais, il y a une espèce de compréhension. Il y a des dialogues qui ont pu être ouverts sur la compréhension, sur la délivrée. Ouais. Et concrètement, derrière le mot partenaire, je pense que désormais, il y a beaucoup plus de raison d'être et de profondeur qu'à une époque. Et je pense qu'aujourd'hui, tout le monde respecte et se respecte beaucoup plus dans la chaîne de valeur qu'est le monde de l'économie. Et ça, c'est quand même un sacré plus. Et il faut que ça soit une opportunité justement de, non pas à se réinventer, mais une opportunité d'en ressortir plus fort et d'arriver concrètement à ce que, en effet, l'année prochaine, dans 12 mois,
on puisse parler d'autre chose. Puisque je parlais de faillite, il y a une dimension trésorerie. Je vous avais déjà posé la question. Vous avez souscrit un PGE? Alors, on a souscrit à 2 lots de PGE. Ouais. Un premier lot l'année dernière à la même période. Alors, il se trouve que Blulinea a un statut d'entreprise innovante. Donc, elle n'était pas limitée à 25% de son chiffre d'affaires de l'année 2019, mais à 2 fois la masse salariale totale de l'année 2019. Pour les entreprises innovantes, pour les startups, c'est un autre calcul. D'accord. Donc concrètement, c'était une somme assez importante. On en a mobilisé un tiers l'année dernière, quand on était dans cet état de stupéfaction, ne sachant pas où aller, et en pensant qu'on sortirait de cette crise en septembre 2020. On était en mars, en septembre 2020. On a bien vu qu'on a replongé en novembre, et que ça a été compliqué. Donc là, on a remobilisé à peu près, un peu moins, à peu près 20% de notre capacité d'endettement sous forme de PGE. Ça a été assez compliqué. Ça a été assez compliqué parce que c'est normal. Les banques sont de plus en plus attentives à est-ce qu'elles financent du BFR ou est-ce qu'elle finance un apport de chiffre d'affaires qui manque? Est-ce qu'elle finance un apport de cash au vu d'un chiffre d'affaires qui n'est pas au rendez-vous? Donc ça a été plus compliqué que les années précédentes. Et par contre... Et le patron, il est inquiet sur ses capacités de remboursement là, Non, parce que concrètement, alors nous, on a deux activités. Voilà, on a deux activités. Une activité B2C où on a commencé ce mois-ci à rembourser. Parce que cette activité B2C, prendre soin de personnes âgées à domicile... il n'y a jamais eu autant de familles qui s'étaient intéressées à prendre soin, donc là, ça fonctionne. Donc, il n'y avait pas de justification à ne pas commencer à rembourser. Et de l'autre côté, comme on travaille avec du B2B, donc des groupes d'EHPAD, des institutionnels, là, on a préféré sécuriser le départ. Voilà. Mais pas d'inquiétude, parce qu'on est au-delà même de ce qu'on aurait pu imaginer. Si tant est que la BPI, qui est en train d'étudier notre dossier, nous dise, en effet, on est bien sur cette deuxième tranche. Mais c'est le cas. Super. Daniela, je disais, par rapport à il y a 6 mois, j'ai l'impression qu'effectivement, l'idée de l'expression de mur des faillites, qui a été reprise par le patron du MEDEF, attendez-vous à un effet important sur l'emploi, mais dans un second temps, sur les faillites dans un second temps, on l'entend moins aujourd'hui, il y a moins d'inquiétude par rapport à ça. On n'aura pas de mur des faillites comme on le craignait il y a quelques mois, ou l'année dernière. Déjà parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, par secteur, on se rend compte effectivement qu'il y a des secteurs qui ont très très bien résisté. Le service à la personne, donc certains services à la personne, c'est le cas. Dans l'industrie, ça marche très très bien, à tel point qu'on est même que certains industriels sont confrontés à un manque d'équipement ou de la crise de semi-conducteurs, de problèmes de fourniture. La demande explose. Donc il y a des secteurs que, limite, ils ont vraiment pas du tout été affectés par le deuxième confinement. Cependant, il va y avoir quand même de la casse dans les secteurs les plus affectés. La restauration, l'hospitalité, les hôtels, le tourisme. Ceci dit... on va avoir une hausse des faillites, ça c'est un peu inévitable. Et effectivement, la sortie de crise, quand les aides s'arrêtent, c'est le moment où le manque de trésorerie vient frapper à la porte et vraiment on a le plus de casse. Ceci dit, il y a aussi un mouvement qui s'est amorcé, même un peu avant, depuis quelques mois, qui est aussi une création d'entreprise. Une création d'entreprise assez accélérée. Donc nous, on pense qu'effectivement, on va avoir une hausse des faillites qui vont être remplacées par des nouvelles entreprises qui vont naître avec cette nouvelle période de confinement, de croissance, mais que grosso modo, on va dire, à moyen terme ou vers la fin de l'année ou dans un an, ce sera lissé. Ce sera lissé, donc on n'aura plus ce mur de faillite avec cette explosion du chômage qu'on craignait. Ça vient aussi du fait que les États se sont énormément mobilisés pour soutenir l'économie et que tout ce qui a été mis en place il y a un an, et ce n'était pas le cas. On ne le voyait pas et on ne savait pas si ça allait être prolongé aussi longtemps, si ça allait être aussi généreux. Et surtout, Bruno Le Maire l'a dit la semaine dernière, il me semble, les mesures d'urgence, donc PGE, chômage partiel, vont être prolongées bien au-delà de la fin des restrictions. Elles vont s'amenuiser progressivement. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça va s'adapter à la reprise progressive de l'activité des uns et des autres, en tout cas des secteurs les plus concernés. Alors, ça coûte cher à l'État, ça, il faut le dire, il ne faut pas l'oublier. Mais ça permet quand même de reprendre l'activité progressivement, en attendant aussi que le plan de relance commence à se faire sentir pour de vrai. Parce que pour l'instant, il y a eu pas mal d'investissements, mais pour le voir en termes de croissance et d'emploi, il va falloir un petit peu de temps.
Voilà, la fin de la crise, point d'interrogation. Le début de la fin, en tout cas, c'était à la fois, c'était pour résumer à la fois la position de l'économiste et de l'entrepreneur. Restez avec nous. On marque une courte pause. On se retrouve dans un instant. On va parler Europe et notamment fiscalité européenne. La Commission a annoncé les choses sur ce plan. Merci d'être resté avec nous. On se retrouve pour la deuxième partie de Late et Smart. Nous allons parler fiscalité européenne. Faut-il une fiscalité européenne? Voilà, thème les pieds dans le plat, très large pour ce deuxième débat à l'occasion de la publication. C'était hier par la commission d'un document de travail, une feuille de route, comme ils disent là-bas, un peu drôlement, mais bon, c'est devenu le terme, par la commission d'un document appelé pour une fiscalité adaptée, fiscalité des entreprises adaptée au XXIe siècle. On voit qu'on se projette là sur un nombre de décennies important. Nous présentons aujourd'hui des propositions à court et long terme pour que la fiscalité d'entreprise soutienne la reprise en Europe et garantisse des recettes suffisantes aux États membres. Hashtag Fair Taxation, sous-entendu, c'est pas le cas aujourd'hui, la taxation, la fiscalité européenne ne serait donc pas fair. Le commissaire européen à l'économie, Paolo Gentiloni, donne une interview aux Échos dans les foulées, c'était ce matin, notamment sur la question de l'impôt minimum des entreprises. On va y revenir. L'Europe défendra un chiffre relativement élevé. Donc là, on voit qu'on est un petit peu dans le flou aussi quand on dit un chiffre relativement élevé. On sait qu'on a en tête un chiffre précis qui a été donné par les Américains qui ont lancé ce mouvement, le fameux 21%. On va y revenir aussi. Et je voulais vous montrer juste cette phrase du quotidien économique belge, l'Écho, qui disait « Nouvel essai pour harmoniser la base d'impôt des sociétés, précisément parce que la fiscalité européenne, c'est une arlésienne depuis pas loin de la création de l'Union européenne. Et disons-le, on n'y est pas arrivé. Enfin, en tout cas, les Européens ne s'y sont pas arrivés. Alors aujourd'hui, il y a deux éléments qui font qu'on se frotte les mains à Bruxelles. On va bientôt pouvoir parler impôts, on va augmenter les impôts. Il y a à la fois le fait que c'est le cas aux États-Unis, donc ça vient des États-Unis, c'est forcément bien. Pensent certains. Et puis, on s'est tellement endetté que depuis, à cause de cette crise sanitaire et économique, que, évidemment, l'idée de faire rentrer un peu des recettes dans les budgets des États revient aussi au goût du jour. Daniela, je disais, c'est une arlésienne. Vous y croyez, avant d'aller dans le détail, sur le principe qu'on arrive à quelque chose d'à peu près concret et d'à peu près précis en matière de fiscalité européenne? J'ai envie d'y croire, vous avez envie d'y croire parce que l'économiste pense que c'est une bonne chose. Donc. Oui, je pense que ce serait une bonne chose pour l'Europe, mais malheureusement, non, j'y crois pas. En tout cas, j'y crois pas dans les 3 années que la Commission européenne s'est donnée comme cadre. Comme cadre, donc d'ici 2024, pour mettre en place aussi. Donc ce n'est pas du tout la première initiative en termes de fiscalité. De fiscalité des entreprises, loin de là, ça on en est conscient. Ceci dit, le débat avance quand même, c'est-à-dire que ça vient pas de nulle part et c'est quelque chose qui doit se maturer, qui doit mûrir. Donc on a quand même eu déjà les négociations sur une taxation dans les GAFA ou une taxation numérique à l'OCDE qui n'a pas abouti, mais quand même est en route. On a les États-Unis qui est relancé là par l'initiative américaine, qui est relancé, ce sont de bonnes nouvelles. Ça va pas se faire d'ici demain. Joe Biden qui parle, lui, les États-Unis, qui sont quand même le pays qui est gros pays, on va dire le grand pays vraiment industriel qui a une taxation, des taxes sur les sociétés plutôt faibles par rapport à la moyenne de l'OCDE, qui donne cette proposition. Donc on voit quand même qu'il y a un mouvement derrière. Et bien sûr, face à le président américain qui donne ça, l'Europe ne peut que prendre de l'avance ou essayer d'être en avant, parce que si elle n'arrive pas à se mettre d'accord à l'intérieur de l'Union, on voit mal comment elle pourrait mettre d'accord avec d'autres pays. Mais c'est un sujet très complexe. C'est un sujet très complexe. Déjà parce que, bon, d'abord, les besoins fiscaux des 27 pays ne sont pas les mêmes. On sait par exemple que la France a des dépenses publiques en pourcentage du PIB très élevées par rapport aux autres. D'autres pays ne l'ont pas. Peut-être qu'ils devraient avoir un petit peu plus de dépenses, notamment pour renforcer leur développement. Bon. Mais on n'est pas du tout des pays homogènes. Donc c'est très compliqué. Et après, va très vite se poser la taxation de ces revenus. On met une taxe commune à tout le monde, où toutes les entreprises payent pareil, mais in fine, cet argent qui va être payé par les entreprises, elle va aller à quel pays
et pour quelles dépenses. Donc on voit que très vite, on enchaîne dans une multitude de raisonnements ou de réflexions qui sont très compliquées à mettre en place ou à discuter de façon rationnelle et économique, parce que très vite, le politique va venir aussi prendre le dessus. Et que, toutes ces raisons font que je n'y crois pas, en tout cas pas d'ici 3 ans. Alors, il y avait plusieurs, effectivement, points dans la présentation de la Commission hier. C'est ce qu'explique Gentiloni dans l'interview des Échos. D'abord, premier point, l'Union européenne appuie la discussion à l'OCDE sur la taxation minimale des multinationales. On est passé d'une taxe GAFA à une taxe multinationale, d'ailleurs à l'initiative des Américains qui ont fait... Les GAFA sont des grandes multinationales, donc seront dedans, mais voilà, ce seraient les 100 plus grosses boîtes du monde en termes de chiffre d'affaires. Par ailleurs, deuxième élément, proposer une législation européenne visant à contraindre les grandes entreprises à publier leur taux de taxation effectif. Donc là, effectivement, parce que le taux facial d'imposition, c'est une chose, mais la base taxable, c'est autre chose. Et du coup, effectivement, toutes les niches fiscales, et en troisième point, donc ce qui compte, c'est ce qu'on paye. Et puis ensuite, créer un nouveau cadre européen pour l'impôt sur les sociétés, mais là, c'est effectivement à plus long terme. Et là, on rentre dans le plus compliqué sur l'idée qu'il faudrait une harmonie fiscale en Europe. L'entrepreneur que vous êtes, Laurent, le citoyen que vous êtes, est-ce que c'est forcément naturel? Est-ce que c'est forcément bien? Il y a une concurrence fiscale en Europe depuis des décennies. Est-ce que c'est un truc qui manque à l'Europe? Ou est-ce que, finalement, c'est pas forcément une évidence de dire qu'il faut une fiscalité harmonisée au niveau de l'Europe? Alors, l'entrepreneur que je suis a une légitimité et une crédibilité sur ce sujet proche du néant. Mais j'ai un point de vue. Vous êtes, en plus, vous avez des activités en dehors de France, et vous êtes entrepreneur. Donc non, c'est votre ressenti d'entrepreneur qui m'intéresse. J'ai tout de même un point de vue. Oui. C'est le moment ou jamais. C'est le moment ou jamais, tout simplement parce qu'il semblerait qu'il faille que l'on réfléchisse à comment on va rembourser la dette. Comment on va rembourser cette dette européenne qui a été portée par l'intermédiaire des PGE, par l'intermédiaire des différents plans de relance dans les 27 pays européens. Donc c'est le moment ou jamais de peut-être négocier une fiscalité européenne avec un goodwill, c'est-à-dire en même temps, ça permettra de pouvoir gérer comment va être remboursée cette dette. Et peut-être que c'est le moment ou jamais, parce qu'il y a cette carotte, comment gérer la dette européenne qui a été liée à la crise sanitaire. Et du coup, c'est le moment ou jamais d'avoir peut-être une fiscalité rationalisée à l'échelle européenne. Si aujourd'hui on fait rentrer les États membres dans cette négociation et dans cette discussion avec au bout potentiellement un plan de remboursement de cette dette qui soit unifié, j'ai pas dit effacé, qui soit unifié et géré, là par contre peut-être qu'ils vont se mettre autour de la table tous et ils vont peut-être ressortir avec un consensus beaucoup plus rapidement qu'on imagine. Parce que sinon, je suis d'accord avec vous, il n'y a pas beaucoup d'intérêt à le mettre en place trop vite. Voilà. Après, ce qui est intéressant, c'est ce que vous suggériez tout à l'heure, Daniela, c'est-à-dire qui prélève et qui dépense. C'est-à-dire que fiscalité européenne, ça peut être des impôts nouveaux prélevés par l'Union pour rembourser la future dette européenne mutualisée. C'est ce que cherche la Commission, c'est d'avoir des recettes à elle propres en dehors de la contribution des États. Or, les États eux-mêmes, ils n'ont pas du tout envie qu'il y ait des impôts qui ne passent pas par leur budget à eux, qui aillent directement dans les caisses de l'Union européenne via la Commission pour rembourser demain la partie mutualisée de la dette. Donc rien que ça, on n'est pas d'accord. Et au-delà du fait que ça fait des dizaines d'années qu'on cherche à établir une cohérence fiscalité européenne et qu'on n'y arrive pas à cause notamment de certains pays qui sont contre. Je voudrais vous citer Gentiloni dans les Échos, là, à propos de l'accord à 27. Je suis convaincu qu'un accord international constituerait une incitation, donc ça c'est plutôt au sein de l'OCDE, constituerait une incitation très forte à trouver un compromis au niveau européen, même s'il est certain qu'il nous faudra un degré de flexibilité entre nous. Sous-entendu, il va falloir parce qu'il y a évidemment l'Irlande, Malte, le Luxembourg, etc., qui sont les pays fiscalement attrayants de l'Union. De très clair qu'il dit dans son interview, il dit les discussions ne sont pas assez avancées pour parler de chiffres. Et c'est quand même le chiffre qui fait toute la différence. Maintenant, j'aimerais quand même réagir par rapport à la dette. C'est marrant comment cette fiscalité des entreprises est utilisée dans le discours
pour des sujets différents en fonction du moment et de qui parle et à qui il parle aussi. Donc souvent, on parle de diminuer ou de homogénéiser l'impôt des sociétés pour baisser les taxes sur les entreprises et devenir plus compétitif. Bon, c'est surtout le discours de la France. Ça, c'était avant. Pour être plus compétitif, inciter l'investissement. Et dans son discours, Gentiloni le dit aussi parce qu'on veut que l'investissement soit partout en Europe, qu'il n'y ait pas de souci à investir dans n'importe quel... Mais ça, c'est plutôt avec un discours de on baisse l'impôt sur les sociétés parce qu'on ne veut pas les pénaliser et notamment on veut être aussi compétitif fiscalement que c'est aux États-Unis. Et d'un autre côté, il nous parle aussi de on veut s'assurer que les États aient autant de ressources que nécessaire. Sous-entendu, effectivement, on va augmenter les impôts. Mais je ne suis pas sûre que déjà qu'augmenter les impôts ou avoir plus de ressources fiscales soit le but ultime. Déjà parce que, en tout cas à court terme ou même à moyen terme, on a la BCE qui est derrière et qui va faire en sorte que la dette publique soit peut-être pas remboursée, mais soutenable, finançable, qu'on puisse la rouler facilement. Mais d'un autre côté, si on homogénise et qu'on se met tous au même taux, ça veut dire par exemple que la France va baisser son taux sur les sociétés, l'Allemagne, les pays qui ont les taux les plus importants, que l'Irlande, les Pays-Bas vont l'augmenter. Mais en termes de poids et de recettes générées, c'est quand même les gros pays qui génèrent le plus. Donc le moindre de recettes générées par la France, ce serait certainement pas compensé par le surplus généré par les plus petits pays. C'est pour ça qu'on parle de taxes minimum sur les sociétés et pas de taxes généralisées. On n'en est pas du tout là. Donc, il faut quand même avoir clair en tête qu'on aura une taxe minimale, peut-être à 21%, peut-être à 25%, je ne sais pas ce que ça veut dire un taux élevé, comme le dit Gentiloni, mais qu'on aura quand même des différences. Je pense que le 21% américain est jugé très élevé, puisqu'on part quand même de 12 en Irlande. On a planché un 12 en Irlande. Oui. 33 en France et de 25% effectif. Oui. Sur la zone euro, oui. En France. En France, oui, aujourd'hui. Oui. Avec une trajectoire qui est censée poursuivre la baisse, puisque par rapport au 33, effectivement. On devait continuer ce mouvement de baisse. Le mouvement de baisse des impôts, c'est quelque chose que chaque fois, j'essaie de vous réduire, c'est pas vous réduire, mais témoignage d'entrepreneur. C'est pour une boîte comme la vôtre, un taux d'IS à 33 ou un taux d'IOS à 25, ça change quoi? En matière d'investissement, est-ce que... Moi, ce qui m'intéresse déjà, c'est mon résultat net. Quel est déjà mon résultat? Non, concrètement, vous me donnez une idée. Vous me donnez une idée d'entrepreneur. Il est temps de bientôt imaginer créer des cabinets spécialisés en niche fiscale à l'échelle européenne. Oui, je crois qu'il y en a. Parce que là, ça ne permettra de créer de nouvelles, faut pas le dire. De nouvelles valeurs ajoutées. Parce que pas encore pour les PME. Une fiscalité là-dessus. Concrètement, il y a un moment où l'entreprise ne peut pas tout supporter, comme le foyer lui-même. Donc concrètement, si on arrive à homogénéiser la pression fiscale à l'échelle européenne, évidemment, il y aura des gagnants, il y aura des perdants. Mais j'ai l'impression qu'au vu du taux de prélèvement que nous avons déjà en France, on devrait pouvoir retrouver un peu d'oxygène. Parce qu'on n'est pas parmi ceux qui n'ont pas le taux le plus important aujourd'hui. Oui. Donc j'espère que... il y a toutes sortes d'impôts. Sur l'IS, on est un petit peu au-dessus de la moyenne, mais c'est en train de baisser. Sur d'autres impôts, on est plutôt nettement au-dessus. Et puis sur le... Voilà. Il faut de l'argent. Oui. Je pense que ce qu'il manque dans cet objectif, ou dans cette... feuille de roue de la Commission, c'est l'objectif. On fait ça, pourquoi? C'est pour avoir plus de recettes, c'est pour avoir plus d'investissements, c'est pour que les capitaux circulent plus facilement dans l'Union européenne. Je pense que ce n'est pas très clair. Quel est l'objectif de ceci, ou c'est juste pour devancer les États-Unis et être moteur dans une discussion internationale? Pourquoi pas? Est-ce que c'est vraiment taxer les grandes entreprises qui font des chiffres d'affaires ailleurs et qui payent des taxes dans des pays où ils ne font pas les chiffres d'affaires? Tout ça est un petit peu mélangé et il faut commencer quelque part. Donc je pense que l'initiative est très positive, mais ces 4 années qui suivent, j'espère au moins qu'ils vont permettre de définir cet objectif. Qu'est-ce que cherche la Commission européenne? Qu'est-ce que cherche l'Europe avec la fiscalité des entreprises? Et après, pour vraiment mettre quelque chose de plus concret en place. Parce que pour moi, ça reste très flou. C'est un sujet super important, extrêmement important. Mais pourquoi c'est forcément mieux que ce soit harmonisé, de votre point de vue d'économiste, qu'il n'y ait pas de concurrence fiscale entre les États? Du point de vue d'un chef d'entreprise, je peux comprendre, mais du point de vue de l'économiste, pour être sûr que ce soit... Voilà. Déjà, il y a une question de justice fiscale, c'est-à-dire que les grandes entreprises
ça impacte surtout les grandes entreprises, ont le pouvoir et la capacité de générer du chiffre d'affaires, par exemple, en France, mais de mettre leur siège social en Irlande ou aux Pays-Bas et de payer des impôts là-bas. Donc, effectivement, la France perd quelque part ce revenu fiscal qui est un peu gagné par les autres pays. Donc, déjà, au niveau de l'Union européenne, si on est une Union européenne, une union pas monétaire, mais une union fiscale, et surtout au sein de la zone euro, une union monétaire, c'est assez injuste. C'est assez injuste, en tout cas pour la France, parce que c'est l'exemple que je donne, d'avoir ça. Deuxièmement, c'est aussi dans la construction européenne. Si on pense que l'Europe est amenée à prendre plus de place ou à devenir plus grande, à se concrétiser plus, à avoir plus de manœuvres fiscales, par exemple, pour répondre à des crises comme le coronavirus de façon centralisée à partir de l'Europe et soutenir tous les États membres de la même façon. Il faut savoir d'où peuvent venir ces ressources et comment les pays contribuent à ces ressources. Oui. Et ça, c'est effectivement à travers une partie de ça. C'est quand même assez politique. C'est quand même plus des arguments politiques que des arguments économiques. Bien sûr que c'est plus d'arguments. C'est l'européenne que vous êtes qui parle là. Oui, bien sûr, mais aussi, comme nous. Je peux comprendre la position de la France ou de l'Europe en général vis-à-vis d'autres pays, où ils disent, par exemple l'Irlande, c'est dans l'Europe, mais c'est un cas très, très précis, avec la baisse de son taux d'intérêt et ses avantages fiscaux, ont énormément d'investissements, mais pour une activité qui se fait ailleurs. Donc c'est vraiment de l'injustice fiscale. Donc oui, je peux comprendre cette position des pays qui ont une fiscalité élevée et qui ont besoin de ces ressources fiscales pour dire, nous aussi, on a envie d'avoir ces investissements et que notre activité nous rémunère nous-mêmes. Voilà. D'accord. Vous avez des activités en dehors de France. Vous essayez? On essaye. On a vous en êtes pas au point encore d'évaluer les différents régimes fiscaux pour décider où vous allez vous implanter ou tenter de le faire? Non, parce que le crédit d'impôt recherche est quand même suffisamment attractif pour rester en France pendant encore un petit moment. Non, je plaisante. Non, mais vous rappelez un des éléments d'attractivité fiscale de la France. Il n'y en a pas tant que ça, mais celui-là en est un. Exactement. Et souvenez-vous, avant la crise, quand les GAFA exprimaient et installaient leur siège R&D en France, quelque part, c'était aussi pour bénéficier de cette attractivité, même si les ingénieurs français sont évidemment les meilleurs du monde, quoique les Indiens sont pas mal non plus. Donc concrètement, ce que je veux dire, c'est qu'à l'échelle des ETI ou des PME que je peux représenter chez nous, concrètement, on n'en est pas à ce niveau. Par contre, c'est important quand on commence à commercer, quand on commence à faire du commerce avec les différents États membres, heureusement que la zone euro nous aide et heureusement qu'on n'est pas nécessairement contraint à devoir payer des taxes localement pour du chiffre d'affaires qui est pour l'instant généré, souvent qui est embryonnaire. Ce qui est l'idée de la taxation des GAFA. Les revenus en France doivent être payés en France et vice-versa. Oui. Et j'imagine, moi, à mon échelle, demain, les ventes faites en Allemagne, les ventes faites en Angleterre, alors ça avec les droits de douane, on le vivra, les ventes faites en Italie, les ventes faites en Espagne, si on devait aussi faire une déclaration dans chaque pays et si on devait s'acquitter d'un impôt dans chaque pays, je crois que je finirais par trouver un importateur en France qui se débrouillerait avec tout ça. Oui. Et peut-être je chercherais plutôt à grossir sur mon marché domestique plutôt qu'à nous répandre à l'échelle européenne. Ce qui serait une erreur stratégique, parce que dès lors qu'une PME sort de son marché domestique, elle devient plus forte, elle devient moins contrainte à des variations locales, et du coup, elle s'inscrit dans une pérennité plus franche. Oui. Il faut le rappeler, c'est qu'à petite échelle, c'est pas forcément débile d'être imposé au lieu de siège social, quoi. Voilà. Même si c'est évidemment biaisé quand on est Amazon ou Apple, parce que là, c'est des montants tellement colossaux qu'on sait bien que le chiffre d'affaires, il n'est pas fait au Luxembourg ou en Irlande ou aux Pays-Bas. Allez, il nous reste à peine quelques minutes pour balayer un ou deux petits sujets d'actualité n'ayant rien à voir. C'est l'after dans l'émission. L'after, je voudrais vous faire réagir à ce tweet d'hier soir d'Emmanuel Macron entre un sommet sur le financement de l'Afrique, un sommet sur la souveraineté alimentaire. Ce matin, le petit café du déconfinement. Il a trouvé le temps de faire un tweet sur rien à voir, même pas sur les médias, sur la télévision, pas sur TF1 M6, non, pour parler de France 4, pour dire que voilà, je souhaite qu'elle poursuive sa mission autour de deux axes, jeunesse en journée, culture en soirée. En plus, il fait directeur des programmes pour prolonger le succès de l'expérience Culture Box. Il y a quand même qu'en France qu'on peut voir un chef de l'État qui, comme ça, entre deux sommets majeurs, au cœur il décide de prolonger. Il y avait une loi qui décidait de... Voilà, il a le droit de changer d'avis, mais ça pourrait être la loi ou les députés, non? Un sentiment... Là.
Bah écoutez, normal, c'est la France, Jupiter, quoi. De temps en temps, il se dit, il faut que je fasse mon Jupiter. C'est dommage parce que j'ai cru comprendre que notre président cherchait à ne plus avoir l'image d'un président jupitérien. Bon, c'est pas ce genre de tweet qui va servir à ça. C'est pas un sujet énorme, hein, mais bon, c'est quand même une chaîne de télé nationale. Bon, finalement, il souhaite la garder, tant mieux pour les gens de cette chaîne. Par contre, parce que pour les gens qui la regardent aussi, d'ailleurs. Mais... Par contre, ça marche. J'ai jamais vu Culture Box, je vais aller faire un tour. Ouais. Voilà, mais c'est parce que j'en parle. Ouais. On peut imaginer ça dans d'autres pays. C'est quand même assez français, quand même. Un président qui dit sur un tweet en 2, en 3 phrases, on va regarder cette chaîne de télé. Chacun sa passion, je veux dire, chacun son truc. Allez, en Espagne, pour terminer, il y a un procès incroyable en Espagne en ce moment. Aujourd'hui, dans une cour de Madrid, un procès qui oppose M. Andrea Orcel. M. Andrea Orcel, c'est l'actuel patron de la banque italienne Unicredit. C'est un banquier européen connu. Il vient d'arriver chez Unicredit. Et il attaque en justice la banque espagnole Santander, représentée là, sur cette photo par Madame Ana Botín, qui est sa présidente, pour... finalement, elle l'avait embauché, puis finalement, elle a renoncé. Bon. Et sauf qu'il lui réclamait 100 millions pour ça. Hein. Alors, c'est pas un salarié standard, mais quand même, il lui réclamait 100 millions. Il a un petit peu revu ses prétentions à la baisse. Je crois que c'est plus de quarantaine de millions. C'est sympa, il est redevenu modeste. Donc vous avez quand même un type qui n'est pas au chômage. Hein. Il est patron de la première banque italienne. Mais il avait une proposition de job d'être patron de la première banque espagnole, puis finalement ça ne s'est pas fait. D'attaquer, demander des dizaines de millions d'euros, c'est un peu indécent. Non, même si c'est encore une fois, c'est un monde à part. Hein, mais... Oui, c'est la première réaction qu'on peut avoir. Ceci dit, oui. C'est vrai qu'en dommage-intérêt, peut-être que ça a impacté. Non, mais je pense que c'est intéressant et que ça montre aussi, d'un côté, comment parfois les grandes institutions financières peuvent faire un peu ce qu'ils veulent. Et comment, maintenant, on a peut-être des moyens de les contraindre. Parce que je suis sûre qu'il n'est pas dans le besoin et qu'il n'a peut-être pas besoin de ces 40 000. Quoique, j'en sais rien. Mais c'est intéressant de voir qu'il décide de s'attaquer à une banque et que ça fait du bruit. Il avait décidé l'action en justice avant d'être nommé patron d'Unicredit. Hein. Mais il aurait peut-être... Enfin, je sais pas, qu'est-ce que... Alors, c'est un monde à part. Hein. On n'est pas dans cette galaxie-là. Hein. Mais, cela dit, ça pose question que ce soit un monde à part. Patron de banque, mais bon, c'est encore autre chose. Votre réaction à ce type ça paraît un peu dingue quand même, mais bon. Ça paraît un peu dingue et quelque part, c'est juste une remarque personnelle que je dois faire à peu près 3-4 fois par jour. N'insultons jamais l'avenir. Hey. Bon, j'espère qu'il n'aura pas insulté son propre avenir. Hey. Voilà. Et finalement, se retrouver à demander un job à la Banco Santander dans quelques années. Bon, manifestement, il a fait son deuil de ça, hein, en tout cas. Même si entre... Bon, voilà. Écoutez, ce sera intéressant de voir ce que décide la justice espagnole. Après, un contrat est un contrat. Donc, il y a quand même probablement une base sérieuse à faire cette action en justice. Voilà, je voulais signaler ça, terminer par ça. Voilà, on voit que tout le monde n'est pas dans le besoin, tant mieux pour eux. Merci à tous les deux d'être venus ce soir sur Bismart. Merci à vous. On se retrouve demain à la même heure, 23h donc pour l'été Smart. À demain.